Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Edel Baki, je suis directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Très heureux de vous recevoir par visioconférence, même si j'aurais voulu tous et toutes vous serrer dans mes bras aujourd'hui, mais on ne peut pas le faire. Donc, on va commencer à travailler et à s'habituer à travailler par visioconférence. Et une visioconférence que nous tenons dans le cadre du Booster Forum aujourd'hui, qui est dédié à l'Algérie, en particulier au secteur agriculture et agro-industrie. Et nous souhaitions organiser cette visioconférence-là pour mettre en évidence un peu les opportunités de ce secteur, mais surtout aussi l'état d'évolution et puis répondre à vos questions. Donc, ce que nous allons faire, c'est une visioconférence globalement en deux temps. Un premier temps consacré aux interventions de nos experts, et je les en remercie et je profite pour les présenter. Julie Bouchard, qui est secrétaire générale du groupe Castel Algérie, qui est en congé, me dit-elle, et qui a bien voulu prendre un peu de son temps de congé pour participer. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Et Julie est également présidente du club FMCG de la Chambre, de notre Chambre. Monsef Bourkouk, qui est directeur général de MB Conseil et qui est président du club agro de la Chambre de commerce, qui va nous parler aussi des aspects, lui, des aspects agriculture. Julie, elle, plutôt des aspects agro-industriels. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Nazim Saher de Société Générale Algérie. Alors, Nazim s'occupe des réseaux centres d'affaires auprès de Société Générale Algérie et lui évoquera tous les sujets liés au transfert, au paiement, le 49-51, c'est un sujet d'actualité, puis il répondra aussi à des questions. Deuxième partie, on abordera tout ce qui est questions, réponses, et j'espère qu'on pourra apporter un peu les réponses que vous attendez ou que vous souhaitez sur les questions sur le marché algérien. Pour le bon déroulement, ce que je vous propose, c'est qu'on ferme nos micros pendant que l'interlocuteur s'exprime. Sur les questions-réponses, ou au moment des questions-réponses, vous avez en bas de votre écran l'onglet Q&R, donc questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser vos questions et je les reposerai à la demi-heure restante dans la séquence questions-réponses à nos participants. Voilà, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes à peu près une vingtaine déjà, donc on va commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit point sur le secteur agriculture. L'idée n'est pas tant de faire des présentations académiques, mais c'est surtout de pouvoir partager de l'expertise et de l'expérience du secteur de l'agriculture en Algérie. Et on l'a demandé donc à Monsef Bourkouk, président de notre club agro, de nous dire quelques mots sur le secteur agro. Monsef, comment est-ce que tu peux présenter ce secteur-là? Quels sont les points clés ou les éléments clés à savoir sur ce secteur-là? Si tu peux juste, Monsef, le micro, juste le micro. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Le secteur agro en Algérie, c'est un secteur en constante mutation pour plusieurs raisons, mais la réalité, c'est ça. Néanmoins, c'est un secteur qui a toujours été soutenu parce que c'est un des seuls secteurs en Algérie où tout ce qui est aide, subvention et appui des pouvoirs publics est reconduit systématiquement. Il n'y a personne qui se pose des questions, quelle que soit la situation financière, économique du pays ou ailleurs, ou dans le monde. Personne ne se pose la question si les différents avantages et incitations à l'investissement en Algérie vont être reconduits dans le secteur de l'agriculture. Bon, c'est très simple. Hein. Reda, moi, je vais essayer d'être factuel, hein, d'être succinct. J'ai pris quelques notes pour essayer de parcourir cet environnement et ce secteur, et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions après. Moi, je vais vous parler tout simplement d'opportunités d'investissement dans les productions agro-industrielles et non pas du secteur agro-industriel. Julie, ma collègue, le fera. Je vais tenter de vous donner une sorte de concentré d'essentiel. Ça va être compliqué, mais je vais tenter de le faire sur la structure du marché. Pour des précisions, la CCIAF, le Club Agro et moi-même resteront à votre disposition pendant et après ce webinaire. Les productions agricoles et agro-industrielles en Algérie,
c'est très simple. Nous sommes dans un pays où on est en polyculture toute l'année, sur des zones précoces, des zones tardives, et une volonté politique continue de soutenir le développement des productions agricoles. C'est très simple. Moi, je résumerai la situation en disant tout ce qui rentre tout ce qu'on met en terre en Algérie est subventionné et tout ce qui sort de la terre est défiscalisé. Bon, c'est comme ça parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon rythme et le bon référentiel pour optimiser tout ça. Mais il est clair que tous les ans, les subventions et les appels à l'investissement sont reconduits d'une façon très soutenue et très concrète, puisqu'on donne de l'argent dans le cadre de l'investissement dans l'agriculture en Algérie. La totalité des productions agricoles et agro-industrielles sont écoulées sur le marché local. Le grand export est encore une volonté recherchée, mais juste avec quelques exemples isolés, sporadiques, parce qu'à part les dattes d'Egletnor, que tout le monde connaît en Algérie, et un petit peu d'huile d'olive, on n'exporte pas grand-chose de notre agriculture. Donc là-dessus, il y a de la marge, hein. Il y a vraiment énormément de marge pour produire à destination du grand export. Les productions moyennes par hectare et par culture et en qualité sanitaire et phytosanitaire est sensiblement superposable à ce qui se fait dans les grands pays agricoles. Donc nous pouvons produire à des normes qui peuvent livrer au marché des consommateurs des produits irréprochables. Nous avons des référentiels de production agricole, il faut juste les amplifier, puisque nous ne sommes plus sur une construction de référentiels, nous sommes sur une amplification, donc nous sommes sur un sujet de quantité, sur un sujet d'industrialisation des productions agricoles. Pour ça, nous manquons en Algérie, dans la filière de cette organisation, nous manquons clairement de professionnels de la logistique et des marchés à l'export. Nous n'en avons pas aujourd'hui, à bon entendeur. Les investissements possibles et qui sont subventionnés, sur lesquels il y a des avantages alloués aux investisseurs, sont concentrés sur les productions agricoles et agroalimentaires de la façon suivante. J'ai essayé de vous décortiquer les différents paliers stratosphériques d'investissement possibles. Nous avons d'abord les intrants, les produits phytosanitaires, les fertilisants, les engrais, la semence. Nous sommes un pays qui est sous-exploité dans le secteur agricole, malgré son fort potentiel, qui est sous-fertilisé, avec, à titre d'exemple, 8 millions d'hectares de superficie agricole utile et en moyenne 10 kg à l'hectare de fertilisants. Donc, nous sommes à ratio négatif de 1 pour 10 au minimum, puisqu'il s'agira de mettre 10 ou 20 fois plus en terre pour que l'Algérie arrive à produire ce qu'il faut et évite chaque année d'importer le complément de ses besoins alimentaires. Donc là-dessus, dans le secteur des intrants agricoles, que ce soit en importation et en vente en état de produits de consommation, de conduite de culture, ou que ce soit dans l'investissement en process pour ces produits, il n'y a rien qui est fait et tout est à faire. Pour ce qui est des équipements agricoles, un autre secteur potentiellement intéressant pour des investisseurs, tout ce qui est investissement agricole, machinisme agricole, équipement agricole, machinisme agricole et équipement d'irrigation, il y a de la place, que ce soit pour la vente en l'état, puisque nous manquons cruellement de ce type d'équipement, nous manquons cruellement de pièces de rechange pour tout ce qui est service après-vente chaque année, mais il y a également beaucoup d'opportunités de JV rentables très vite dans le cadre de colocalisation potentielle. Le troisième et dernier secteur des productions agricoles est le foncier agricole. Nous avons beaucoup de terres à céder aux investisseurs. La dernière loi des finances, plus celle complémentaire qui vient d'être publiée, donne une grande priorité à l'investissement agricole en cédant des concessions aux investisseurs avec de l'eau, des concessions qui sont localisées majoritairement dans les cultures, dans les zones subsahariennes du pays. Nous avons la particularité d'avoir un Sahara et un désert immense, mais où il y a de l'eau un peu partout.
Donc, partout où ces concessions sont cédées, nous avons l'assurance qu'il y a de l'eau, et pas très profonde, hein, mais qu'il y a de l'eau en quantité, en qualité suffisante pour pouvoir produire d'une façon industrielle les cultures agricoles toute l'année. En plus, l'écosystème le permet, puisque nous sommes sur des parcelles sans historique culturel, donc avec de grandes dispositions, de grandes prédispositions pour les cultures bio. Le dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour l'accompagnement de l'investissement dans le secteur des productions agricoles et agro-industrielles est revu régulièrement en fonction des priorités, de la stratégie et des possibilités du pays. À titre d'exemple, il y a quelques années, on a imaginé tout un système de régulation des marchés puisqu'on se retrouve avec des productions agricoles qui sont en surproduction, type pommes de terre ou tomates industrielles, pour ne citer que ces exemples. Mais les agriculteurs en eux-mêmes se sont retrouvés à perdre beaucoup d'argent puisqu'il n'y avait pas de possibilité de phagocyter ces productions agricoles pour pouvoir les transformer. Dans le secteur des productions agricoles, les transformateurs de lait importent de la poudre de lait, presque à 100% de leurs besoins de process. Ceux du jus et du soda, Julie en parlera, mais ils importent également du concentré de jus pour leur production. Donc, on valorise peu ou pas les productions locales de fruits et légumes pour ce type de production. Et les producteurs de viande élaborée transformée, qu'on appelle tous charcuterie, importent les viandes congelées et surgelées. Donc, même dans le secteur de l'agroélevage, tout est à faire. Nous avons en Algérie 3 niveaux de championnat d'opérateurs investisseurs. Nous avons ceux qui importent et qui revendent dans l'État. Ceux-là sont considérés comme un petit peu des pirates de la devise du pays. Tout le monde sait que le dinar n'est pas une devise. Donc, les opérations de commerce extérieur, Nazim pourra en parler beaucoup plus dans le détail, passent par la Banque d'Algérie. Donc, on va chercher les devises de l'État pour payer ces opérations. Et dans le cadre des importations et de la revente en l'État, eh ben, on consomme ces devises sans valorisation locale et sans possibilité de rapatrier l'investissement et les bénéfices pour les opérateurs de ce secteur qui importent et qui revendent dans l'État. Le deuxième niveau de championnat dans ce secteur, c'est la valorisation industrielle locale par des process de transformation des produits de l'agriculture. Ces opérateurs sont accompagnés, ils sont soutenus, ils sont écoutés avec une possibilité lors de l'investissement de rapatrier et le montant de l'investissement et les dividendes chaque année. Le troisième niveau, c'est les producteurs locaux qui exportent vers d'autres pays, donc en dehors de l'Algérie, même à l'état de trace, et ceux-là sont considérés par les pouvoirs publics comme des intouchables. C'est presque des patriotes. C'est des gens qu'on ne touche pas parce qu'au lieu de consommer les devises de la Banque d'Algérie, ils en ramènent un petit peu. Les secteurs agricoles ou agro-industriels, je parle toujours de production agricole pour l'agro-industrie, je ne parle pas de l'agro-industrie proprement dite, ce sont les secteurs dans lesquels il est fortement conseillé à l'export en Algérie, parce qu'on parle d'Algérie, de ne pas y aller seul. Il est recommandé d'avoir des partenaires autochtones, l'Algérien de l'étape, qui soit fiable, avec un profil et une notoriété qui sont irréprochables et qui surtout va permettre d'aller vite dans l'investissement, dans le succès bilanciel. Il permettra de se développer en toute sécurité parce que c'est un pays qui a ses particularités d'évolution du business. Il faudra quelqu'un qui maîtrise le marché, qui va contribuer à constituer une stratégie adaptée et un développement efficace qui saura être utile en s'assurant de l'application des fondamentaux de management de son partenaire. Ça veut dire qu'il va se débrouiller localement tout en rapportant au format exigé par son partenaire et qui va contribuer à ce que le business soit rentable dans un environnement où les pratiques de business sont différentes d'ailleurs. Pour ça, la CCIF pourrait être et pourrait être encore plus un relais efficace pour cette étape importante pour les investisseurs qui regardent du côté de l'Algérie, pour les aider à choisir le bon partenaire qui fera gagner du temps, beaucoup d'argent et surtout pendant longtemps. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas là pour faire un coup. L'equity n'est pas important en Algérie. Dans ce cadre des IDE,
potentiels, donc des investissements directs étrangers, les dispositions des lois en vigueur permettent de rapatrier les investissements et les bénéfices, et surtout en toute sécurité, puisque on peut formaliser ça par des pactes d'associés et d'actionnaires, quel que soit le niveau de prise de participation dans le capital. Donc, on peut garder le contrôle sur la stratégie, le management, toute la partie opérationnelle, le crédit management et surtout tous les sujets et procédures de compliance. Enfin, je dirais que vu de l'extérieur, l'Algérie pourrait être appréciée comme un pays mystérieux. Je peux vous dire que c'est un pays très accueillant où on peut faire presque tous les business, mais c'est sûrement pas fait pour tous les businessmen. Moi, je m'arrêterai là et je me mets à votre disposition si vous avez des questions. Merci, merci Monsef. C'est bien conclu en tout cas. On reviendra sur les questions-réponses sur la partie agriculture et notamment sur l'export des produits agricoles. Je me permets, Monsef, juste de couper le micro et de passer la parole à Julie. Julie, si tu veux bien nous donner quelques éléments sur le secteur agro-industriel, un peu comment toi, à travers de la tour de contrôle Castel, comment tu vois les choses, notamment sur un peu les investissements, un peu les opportunités dans le secteur agro-industriel et un peu le marché, comment ça fonctionne. Merci. Bonjour à tous. Bon, alors moi, effectivement, aujourd'hui, je travaille pour le groupe Castel. Le groupe Castel, donc c'est un groupe d'origine française, mais qui est très, très implanté en Afrique, qui fait 80% de son activité en Afrique et qui est présent en Algérie depuis 2002. On a 3 activités aujourd'hui. La première historique du groupe, c'est la production de boissons alcoolisées, donc de bière. On est embouteilleur et producteur pour Coca-Cola, c'est le gros de nos effectifs. Et on a actuellement l'activité jus, puisqu'on est en plein processus de rachat et donc d'investissement très lourd sur un fleuron de l'industrie algérienne, qui est la marque NCA Rouiba et qui fabrique des jus depuis 1960. Bon. Et avant Castel, j'ai travaillé dans l'industrie du fromage, puisque je travaillais pour le groupe Bell, pour la vache qui rit, pendant une dizaine d'années également en Algérie. Alors, pour le secteur agroalimentaire, les industries agroalimentaires, en Algérie, on peut dire que c'est vraiment un secteur que moi je considérerais majeur, puisque si on enlève les hydrocarbures, aujourd'hui, on considère que c'est la deuxième industrie du pays. Deuxième industrie du pays en termes d'emploi, c'est 700 000 personnes environ, même si on n'a pas des statistiques qui sont juste au jour le jour, mais 700 000 personnes, c'est quasiment 10% de la population active algérienne. Donc, c'est assez significatif. Bien qu'on soit faiblement valorisé, on n'est pas l'industrie pharmaceutique ou l'industrie pétrochimique, c'est quand même malgré tout 5% du PIB. Et si on enlève les entreprises hydrocarbures, le chiffre d'affaires total consolidé des industries agroalimentaires, ça représenterait 40% du chiffre d'affaires total, donc hors hydrocarbures. Donc, ça montre bien que l'industrie agroalimentaire en Algérie, avec ces quelques chiffres clés, c'est un secteur majeur et un secteur dynamique. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation en Algérie, c'est 45% du panier moyen des Algériens. Comparé en France où on est aux alentours de 13%, aux Allemands où ils sont aux alentours de 10%. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, être dans l'industrie agroalimentaire, c'est à la fois beaucoup d'emplois et c'est aussi vraiment quelque chose qui est au cœur de l'économie algérienne et au cœur de la société algérienne. Voilà. Avec un univers qui est, si on commence à essayer de le décrire, avec un univers où on a principalement 4 grosses industries agroalimentaires. La céréalière, qui est la première, qui travaille dans la production de farine, dans la production de semoule, dans la transformation de pâtes et également de biscuits, qui est une industrie importante, même si effectivement, comme l'a expliqué Monsef, on a une partie qui est de production locale, c'est le blé dur. Tout ce qui est blé tendre est importé, ou en tout cas 80% du blé tendre est importé. Et aujourd'hui, ça pose un problème au niveau de l'économie, puisque tout ce qui est production de blé tendre donc, est assez faible, et c'est ce qui augmente le plus en termes de consommation. Aujourd'hui, dans les boulangeries, on consomme beaucoup plus de pain à partir de blé tendre qu'à partir de blé dur, et donc ça, c'est un enjeu.
Donc, on a cette industrie qui est quand même une grosse industrie avec une boulangerie industrielle qui est encore très embryonnaire. Il y a quelques acteurs, mais on va dire que vraiment la place est libre et il y a des opportunités. On l'a vu pendant le coronavirus notamment, puisque comme il était conseillé à cause des gestes barrières, aussi à cause des soucis de désinfection, de pas forcément se rendre dans les boulangeries, on a vu le pain industriel qui a fait plus de 250% les 2 premiers mois du Covid. Et donc, on se rend bien compte, effectivement, que sur cette partie boulangerie industrielle, il y a de la place. On n'est pas du tout encore sur un marché mature. Deuxième industrie, l'industrie des produits laitiers et des produits dérivés. Alors, il faut le savoir, c'est que les Algériens sont champions du Maghreb pour la consommation de lait. C'est aussi lié à ce qui expliquait Monsef. Comme on est un pays où il y a beaucoup de subventions, donc le pain est subventionné, la baguette à 10 dinars, le sachet de lait est subventionné à 25 dinars. Et donc, ça a créé effectivement une tendance un peu à la surconsommation de lait. Et donc, aujourd'hui, en Algérie, on consomme énormément de produits laitiers. Alors, il y a le sachet de lait, qui est vraiment le basique du basique. Dans tous les foyers algériens, vous en trouverez. Mais au-delà de ça, on a eu une industrie du yaourt qui est très développée, avec Danone qui représente environ 22% de part de marché, mais qui est loin derrière le grand leader local qui est Soumam. Soumam qui est pour le coup un très grand nom, un grand baron d'industrie algérienne, avec une très forte collecte de lait. Soumam en particulier, mais Danone également. Danone collecte 900 producteurs de lait. Donc, il y a le marché du yaourt, il y a le marché du lait, et puis il y a le marché du fromage. C'est environ 100 000 tonnes par an, 80% de fromage fondu, avec des opérateurs que vous connaissez aussi en France, puisque vous allez retrouver Bell, vous allez retrouver Président, vous allez retrouver Promasidor, qui est un acteur international, mais aussi des acteurs locaux qui sont dynamiques. Surtout ces dernières années, ils ont pas mal déstabilisé la place en proposant une offre bon marché, accessible. Voilà, donc en gros, vous voyez, sur l'univers des produits laitiers, c'est assez dynamique, il y a encore de la place. Par exemple, quand on prend la glace, le secteur des glaces en Algérie est un secteur qui est peu développé. On trouve quelques produits, mais on voit que les Algériens sont très, très friands, enfin voilà, ils aiment bien la glace, que ce soit la glace artisanale ou éventuellement des produits qu'on achèterait en supérette. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment de l'espace parce qu'il n'y a pas un acteur leader. Tout le monde est content dès qu'il trouve un petit truc de Häagen-Dazs, mais concrètement, aujourd'hui, sur le secteur de la glace, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Après, il faut trouver la bonne équation économique pour produire un produit accessible. Ensuite arrive l'industrie des boissons, donc, dont je suis la représentante. Donc, sur l'industrie des boissons, là, on est sur un marché très, très, très fragmenté. Si on prend sur les eaux minérales, environ 50 opérateurs, dont de très, très puissants opérateurs, avec à la fois eau de source et eau minérale. Et puis, alors, sur la partie boissons gazeuses, 700 opérateurs, c'est vous dire le monde que ça attire. Mais on est un marché très, très puissant en boissons gazeuses, et bien que embouteilleur de Coca-Cola et donc leader sur le marché, je peux vous dire que ça ferraille tous les jours avec la concurrence, puisque les Algériens sont très entrepreneurs et montent très rapidement des petites choses qui deviennent des grosses choses et qui finissent souvent aussi par nous interpeller sur notre capacité à rester toujours en phase avec l'innovation et avec le marché. Donc, industrie des boissons. Derrière l'industrie, qui est aussi assez puissante, c'est l'industrie sucrière. Les Algériens consomment environ 30 kilos par an par habitant de sucre, avec majoritairement, en fait, c'est du sucre de canne qui est importé du Brésil, puisqu'on n'a pas de betterave, on n'a pas de sucre ici. Et ce sucre roux, donc, est ensuite transformé. On va dire que c'est la seule industrie sur laquelle là il y a un peu d'exportation. Une partie de ce sucre est transformée et réexportée. Sur les, on va dire, 1,8 million de tonnes qui sont importées, il y en a 0,5 qui ressort, donc c'est quand même pas si mal que ça. En tout cas, c'est un début. Et ce marché-là, en revanche, il est très très concentré. Contrairement à l'industrie des boissons qui est très très fragmentée, le sucre, on a vraiment 80% du marché qui est dominé par un grand acteur que les gens qui connaissent un peu l'Algérie connaissent forcément, qui est Cévital.
Et on a aussi d'autres acteurs, Béra, Laoran, Label. Donc voilà, on a quelques acteurs un peu périphériques, mais qui sont effectivement un peu dans l'ombre de Cévital. Donc maintenant que je vous ai un peu planté le décor des industries agroalimentaires, en termes de force, faiblesse, moi ce que je voulais mettre en avant, bon, certes, on a des petites contraintes, on a des petites choses à améliorer. La première des choses, c'est que, comme le disait Moncef, comme l'agriculture n'est pas très développée, on a une forte dépendance aux importations. On ne va pas se mentir, une grosse partie des matières premières, que ce soit le sucre, que ce soit le lait ou la poudre de lait, que ce soit les céréales, la facture d'importation alimentaire coûte cher aux industries agroalimentaires et ces industries ont donc tout intérêt à développer en local des partenariats avec des gens qui sont capables de créer de l'amont et de l'amont de qualité. Pourquoi? Parce que quand on arrive à construire un amont agricole, on se désensibilise à tout ce qui est d'évaluation, parce que évidemment, on n'a pas les mêmes délais d'approvisionnement, donc ça permet de mieux gérer son BFR, et aussi parce que plus on est intégré en local, mieux c'est, à tout point de vue, économiquement, vis-à-vis des autorités. Donc, clairement, c'est aujourd'hui ce que j'estimerais être quand même une petite faiblesse, mais ça veut dire aussi que c'est là où il y a des choses à développer. Le deuxième point qui effectivement dont Moncef a déjà parlé, c'est que les industries agroalimentaires, à part le sucre et l'huile, sont aujourd'hui faiblement exportatrices. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont déjà, ces 20 dernières années, elles ont couru pour augmenter leur capacité de production pour couvrir les besoins de l'Algérie. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Algérie, c'est qu'en Algérie, il y a 1 million de naissances par an. C'est incroyable, il y a un dividende démographique formidable et c'est un des leviers de ce pays, c'est cette population très jeune et ce renouvellement démographique. Et donc ça veut dire que par définition, en fait, on a une croissance mécanique. En fait, même si les gens n'augmentent pas leur consommation, le simple dividende démographique fait qu'on est sur des marchés en croissance. Et donc ça veut dire que les industries agroalimentaires, moi si je prends Belle, quand je suis arrivée en 2010, on avait une usine qui devait faire du 15 000 tonnes. Quand je l'ai laissée, elle faisait du 35 000 tonnes. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, jusqu'ici, les industries ont peu été chercher l'exportation parce que vraiment, elles essayaient de couvrir les besoins du marché. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de balance devise, elles sont un peu importatrices de matières premières, elles exportent peu. Et donc, ça, c'est un enjeu sur lequel il faut travailler parce que c'est un peu une faiblesse, notamment par rapport aux obligations d'essayer d'équilibrer notre balance en devise du pays. Maintenant, si on parle des forces, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que vraiment, c'est un secteur qui s'est vraiment très largement privatisé. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était un secteur où vraiment le public était très fort. Et donc, même si on a encore quelques opérateurs forts, sur le lait notamment, on a Giplay, qui est le plus gros collecteur au niveau national, mais il y a eu une très grande vague de privatisation qui s'est opérée sur ces 20 dernières années. Ça a touché quasiment 300 entreprises. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on a un secteur privé majoritaire, dynamique et que je considère moi très résilient. Moi, ça fait 10 ans que je suis en Algérie. Il y a eu effectivement des difficultés, la crise pétrolière. Il y a, comme on le sait, un enjeu sur la balance en devise, mais c'est un secteur qui, malgré tout, continue de progresser, mais qui trouve des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il y a une contraction du pouvoir d'achat, les gens n'achètent plus la même chose. Il faut leur offrir une offre à bon marché, une offre accessible, qui soit en rapport en fait avec ce qu'ils peuvent mettre de leur monnaie. Mais c'est un secteur qui est résilient de mon point de vue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est un secteur, alors comme je vous le disais, il y a des très gros acteurs, on en a parlé, il y a Soumam, il y a Cévital, donc il y a vraiment des acteurs majeurs, mais il y a aussi plein de petites PME qui gravitent et qui travaillent dans l'ombre et qui sont présentées. Comme je vous le disais, comme sur le secteur des boissons gazeuses, quand on sait qu'il y a 700 opérateurs aujourd'hui, ça montre bien qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités dès lors qu'on a une bonne idée. Maintenant,
l'un des inconvénients, une petite faiblesse aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informels. L'informel, effectivement, c'est quelque chose qui gangrène d'une manière générale l'économie du pays et c'est quelque chose contre lequel l'État algérien est en guerre. Et nous tous, acteurs que nous sommes de la Chambre de commerce, on doit effectivement essayer d'œuvrer pour une économie de plus en plus transparente et donc s'assurer que nous, en tant qu'entreprise, on ne travaille qu'avec des gens qui sont aux normes, qui ont un registre du commerce, un identifiant fiscal. Et c'est vraiment dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'histoire algérienne et de notre économie, de pouvoir contribuer à ça. Maintenant, que vous dire de plus? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités sur ce marché. Pourquoi? Parce que, alors, au-delà de ce que disait Monsef, effectivement, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on a du mal à trouver une offre, ou alors on a, on va dire, pas la même palette d'activités. Donc, quand on parle de logistique aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des logisticiens professionnels. C'est-à-dire que le métier de la supply chain est encore très peu développé. Et quand on regarde les capacités de stockage, les capacités, quand on regarde, si on cherche à travailler de manière intégrée le stockage, le transport, le transit, honnêtement, aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs qui vraiment aient cette capacité de le faire de manière professionnelle et avec les normes qu'on connaît en Europe. Donc, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de potentiel sur cette partie-là et on s'en rend compte tous les jours. Quand on fait des appels d'offres, on n'a pas toujours les professionnels qu'on souhaiterait. La deuxième partie où on est encore, je pense, on se cherche encore un peu, c'est sur la partie technologie alimentaire. Aujourd'hui, quand on souhaite développer, moi par exemple, je travaille aujourd'hui dans le jus, on a une compétence très forte en interne, heureusement, tant mieux, mais objectivement, si on souhaitait confier à un laboratoire ou à une société de consulting une mission en disant voilà, on aimerait créer tant d'innovations par an, on vous demande de travailler avec nous pour concevoir ces innovations, pour essayer de chercher quels sont les produits qui marchent le mieux, pour nous aider à les développer, à créer la recette, voire même peut-être à les industrialiser avec nous. Bien ça n'existe pas encore. Donc ça, c'est aussi sur la technologie alimentaire. Quand on n'a pas des compétences en interne, on se rend compte que vraiment, c'est assez difficile. Et donc, ça crée forcément des opportunités. Et le troisième secteur de l'industrie agroalimentaire qui pour moi est encore vierge en Algérie, ou presque, c'est tout ce qui est préparation alimentaire. On est, c'est vrai, sur un pays qui est plutôt traditionnel, où les hommes ont encore la chance que leurs femmes cuisinent très bien et sont ravis de leur faire des petits plats, et tant mieux messieurs. Mais malgré tout, ça peut quand même dépanner, voilà, quand votre femme est chez vos parents, par exemple. Non, mais au-delà de ça, on sait que l'évolution de la société, c'est quand même d'aller de plus en plus, par exemple pour les déjeuners, il faut pouvoir déjeuner sur place à son travail, il n'y a pas toujours des cantines. Aujourd'hui, avec le Covid, on sait qu'on ne peut pas forcément systématiquement aller dans le fast-food ou dans le restaurant d'en face. Et donc, sur la partie préparation alimentaire, c'est un marché qui est totalement vierge. Il n'y a pas, ou très peu, comme on pourrait le trouver dans d'autres pays, des gens qui vous mettent un petit couscous dans une petite barquette de manière qui soit top en termes de qualité, qui soit top en termes de conditionnement. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est aussi un secteur, même si ce n'est pas encore la majorité des Algériens qui sont prêts à y aller, je pense que c'est un secteur qui va se développer dans les 10 à 15 prochaines années. Et le premier arrivé sera forcément celui qui prendra la part du lion. Voilà. Donc moi, en tout cas, après mes 10 années en Algérie et en ayant fait quand même deux industries différentes, le fromage et aujourd'hui la boisson, moi, je trouve qu'il y a de formidables opportunités. Il faut juste faire preuve. Moi, c'est ce que m'avait expliqué la personne qui m'avait recruté en Algérie initialement. Il m'avait dit pour réussir en Algérie, il faut de la passion, il faut de la persévérance et il faut de la patience. Et effectivement, on ne vient pas en Algérie par hasard, on vient dans ce pays parce qu'on a envie, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on est conscient du potentiel, mais on se donne les moyens d'y arriver. Et donc là, je rejoins complètement Monsef. Aujourd'hui, la Chambre de commerce regroupe un certain nombre de professionnels qui sont prêts pour vous aider, pour vous orienter, pour vous guider. Et donc, voilà, on est à votre disposition pour répondre à vos questions et à vous aider sur le chemin. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Et si je peux rajouter une chose, il faut un 4e P qui est d'aimer les pâtisseries. Voilà. C'est évident.
Voilà, en tout cas, merci Mansef, merci Julie, c'était très intéressant en tout cas sur ce dessin que vous avez fait un peu, que ce soit du secteur agriculture ou du secteur agro-industriel et la mise en valeur un peu des opportunités et puis j'allais dire des potentialités qui sont aujourd'hui possibles sur ces deux marchés-là. On continue avec Nazim Sayer de la Société Générale Algérie, qui est le patron des centres d'affaires. Alors, Nazim, il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de deux choses en particulier. La règle du 49-51, qu'est-ce qu'il en est exactement? Si tu peux nous la préciser à la lumière des nouveaux textes qui sont sortis. Et puis, donner quelques éléments sur, OK, j'exporte en Algérie, comment je me fais payer? Et puis, je veux investir, est-ce que je peux transférer mes dividendes? Comment ça se passe? Alors, assez succinctement pour qu'on puisse prendre les questions, mais en donnant les éléments clés. Et puis, je te poserai peut-être quelques questions sur la partie macroéconomie. Merci, Nazim. Merci Reda, bonjour tout le monde. Effectivement, donc l'année 2020 a été marquée par deux événements majeurs, donc le Covid, mais la loi de finances complémentaire qui a changé quand même un dogme qui a duré assez longtemps, c'est la règle du 49-51. Donc aujourd'hui, désormais, la règle du 49-51 n'est pas applicable, mais si je dois dire deux mots sur la loi de finances complémentaire, c'est finalement plus d'impôts pour plus d'ouverture. Donc, plus d'impôts pour tout ce qui est revente en l'état, etc., avec un même esprit d'import-substitution. Plus d'ouverture lorsque c'est une industrialisation locale ou une réindustrialisation ou une relocalisation d'industrie. Et là, on trouve effectivement la fin de la règle du 49-51. On trouve aussi la fin du 49-51, on trouve aussi des mesures fiscales qui encouragent aussi tout ce qui est chaîne d'intégration, etc., activités de sous-traitance, qui sont aussi exonérées en droit de douane dans certains produits, etc. On trouve aussi la possibilité d'importer des équipements usagés, des chaînes industrielles usagées, ce qui n'existait pas forcément avant. Et on trouve aussi, bien sûr, plus d'impôts pour les produits finis, etc. Donc, en trois mots, c'est plus d'impôts et plus d'ouverture. Et l'esprit de cela, c'est de capter le maximum d'IDE. Il y a aussi un autre élément qui a été rajouté, c'est la capacité ou la possibilité de permettre aux entreprises algériennes de s'endetter auprès de leur maison mère ou ramener des financements extérieurs pour financer les CAPEX et éventuellement l'exploitation. Par contre, on attend toujours les textes d'application. Donc voilà un peu, grosso modo, on en sait un peu plus. Et ce qu'on retient aussi, c'est qu'on favorise toujours les activités de production. Par exemple, le 49-51 pour la distribution est maintenu versus pour les activités de production, il n'est pas maintenu, sauf pour les anciennes structures. Maintenant, j'enchaîne sur la partie instruments, effectivement. Donc, les instruments de paiement sont toujours ceux universellement admis, donc il n'y a pas de problème. L'Algérie est sous l'article 8 du FMI, donc la convertibilité causée. Certes, il y a des politiques publiques très orientées vers les activités de production. Par contre, le dispositif légal garantit les transferts pour l'ensemble des opérateurs en fonction d'un certain nombre de règles et de lois. Donc, je peux dire que l'Algérie est sous l'article 8 du FMI et on a vu cette résilience malgré le contexte macro un peu tendu, que même avec la crise du Covid, les paiements, ils ont tous été respectés, tous les paiements ont été respectés, les bonnes dates, etc. On peut remarquer, observer avec le Covid une période où en Algérie, quand même, il y a eu peut-être un ralentissement d'activité, mais il n'y a pas eu un arrêt d'activité totale. Et ça, c'est un élément très important à intégrer dans l'appréciation. Nous avons donc, on pouvons travailler en crédit documentaire, en remise documentaire, en transfert libre, on en a exécuté comme d'habitude, c'est-à-dire les incoterms sont ceux aussi universellement admis, à l'exception des incoterms qui incluent des incoterms d'assurance. Et bien sûr, pour accompagner le Covid, la Banque centrale a autorisé même les banques à accepter les documents émis par des canaux digitaux, c'est-à-dire non pas par un support physique, puisque DHL, etc., étaient à l'arrêt, mais par des canaux électroniques, etc. Donc, grosso modo, sur la partie paiement, business as usual. Il n'y a pas donc, on reste sur les instruments de paiement universels et il n'y a pas de sujet particulier, même pendant la période du Covid. Après, ce que je
ce que je peux rajouter aussi, c'est que la Banque centrale a pris des mesures, la Banque centrale a pris des mesures quand même de macro, non pas liées à le côté macroéconomique du pays, mais macro sur le secteur bancaire, permettant un peu d'assurer une certaine liquidité et une stabilisation des taux d'intérêt, etc. Parce qu'avec la crise du Covid, et donc il y avait beaucoup de paiements qui devaient être échelonnés, etc., ce qui pouvait aussi générer une tension de liquidité, etc. La Banque centrale a revu certains ratios pour permettre aux banques de garder une certaine liquidité, les matelas de sécurité de liquidité, et donc pouvoir offrir cette ressource à des prix, admis par le marché et non pas voir la flambée des taux d'intérêt comme on peut le voir ailleurs. Ceci étant, c'est une mesure qu'on retrouve un peu partout. Aussi, la Banque centrale a autorisé les banques à reprofiler pas mal de crédits pendant la période du Covid, permettant ainsi aux banques, sans pour autant provisionner, de reporter des échéances, etc. Ce qui a permis aux entreprises algériennes de pouvoir passer la période effectivement difficile du Covid en toute résilience, je dirais. Voilà un peu, en gros, les grands agrégats un peu aujourd'hui de la situation, tant compte tenu de la période un peu difficile, mais dans l'absolu, comme expliqué par mes collègues, le marché est à la recherche plus d'IDE, plus de colocalisation, plus d'intégration de valeur. Aujourd'hui, les banques aussi ont de l'appétit, Société Générale en premier, donc a de l'appétit pour accompagner des projets venant structurer ou améliorer ou étoffer l'écosystème. L'ensemble de l'écosystème et le secteur agricole ou agro-industrie représente un des secteurs que nous regardons de très près, que nous maîtrisons et sur lequel nous avons de l'ambition encore. Voici un peu en gros le grand panorama. Après, je peux enchaîner sur la période macro ou tu préfères des questions ou Enfin, juste peut-être te poser avant, parce qu'on a eu quelques questions, qui est aujourd'hui, je veux créer une société en Algérie dans le domaine de l'import-export, donc de l'importation et de la revente en état. Est-ce que je suis toujours soumis au 49-51 ou pas? Effectivement, comme annoncé en introduction, oui. L'esprit du législateur, c'est de favoriser les activités de production versus les activités de revente en l'état. C'est un peu ce que disait Monsef. Donc, on a un cadre législatif qui est beaucoup plus ouvert pour tout ce qui est production, mais qui est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus fiscalisé que tout ce qui est revente en l'état. Donc, le 49-51, non seulement il demeure pour la revente en l'état, mais aussi fiscalement, c'est un levier qui coûtera cher sur le plan fiscal, tant sur la partie fiscale ainsi que tarif douanier des produits. D'accord. Et est-ce que, par contre, je veux créer une société de production, donc je ne suis pas soumis, je ne suis plus soumis au 49-51. Est-ce que je peux retransférer mes dividendes? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait normalement? C'est quoi la pratique sur le transfert des dividendes ou le rapatriement des dividendes, pour être plus précis? Alors, je précise, effectivement, aujourd'hui, comme annoncé, donc l'Algérie est sous l'article 8 du FMI. L'article 8 du FMI assure la convertibilité causée sous réserve de respecter un certain nombre d'agrégats. Donc, la notion de transférer pour un producteur est un acquis. Par contre, après, sur le plan formalisme, il y a un formalisme à respecter, etc. Il y a un certain nombre de documents qui sont exigés, etc. Mais une chose est sûre, c'est que sur le principe réglementaire, un bon dossier garde transfert sans aucun problème. D'accord. Quand on dit un dossier, c'est-à-dire un dossier complet. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, alors, on peut, je pense, élargir un peu à la situation macro. Comment tu vois les choses sur la partie macroéconomique, un peu la situation du pays? Vas-y. Alors aujourd'hui, concrètement, effectivement, donc l'Algérie l'Algérie a abandonné un peu revient à l'orthodoxie en abandonnant la planche à billets. Ça veut dire que les leviers un peu qui sont à la portée de la Banque centrale sont soit donc la fiscalité pétrolière par le prix du baril, soit éventuellement le flottant dirigé du taux de change, ou éventuellement, bien sûr, des IDE pour juguler et réguler un peu la balance des paiements. Et c'est un peu l'esprit aussi de l'annulation de la balance des paiements. Ceci étant, aujourd'hui, quand même, la situation la marge de manœuvre reste entière et énorme, puisque dans les fondamentaux, l'Algérie est en 4e PIB d'Afrique après Nigeria, Égypte, Afrique du Sud. Donc, un marché profond à grande consommation. C'est un marché où le pays a zéro dette pratiquement. Donc ça, c'est un levier important avec une trésorerie quand même de plus de 40 milliards de dollars, donc presque 2 ans d'importation.
ce qui permet quand même au pays d'avoir une marge de manœuvre. Certes, il y a un travail de réforme de fonds pour alléger un peu le budget de l'État. Hein. Il y a un travail de fonds pour rééquilibrer un peu la trajectoire budgétaire. Le fait qu'il n'y ait pas de dette extérieure, donc ça veut dire que ça offre une marge de manœuvre aujourd'hui pour pouvoir un peu aller, s'il y a un besoin d'endettement sur des projets structurants destinés à l'industrialisation et à l'import-substitution. Donc, je dirais, et puis il y a un autre élément très intéressant sur le plan macro, mais qui est peut-être intéressant pour les industriels, pour ceux qui comptent s'implanter, c'est que l'Algérie, c'est le premier IDH d'Afrique continentale. C'est-à-dire que l'Algérie a beaucoup le budget de la formation, des écoles, de la santé et du pouvoir d'achat, puisque au vu de toutes ces subventions, fait de l'Algérie quand même en capacité de consommation, mais aussi en qualité humaine et qualité de vie, et aussi qualité de ressources humaines pour les IDE. C'est le premier pays d'Afrique continentale et le troisième après les Seychelles et les îles Maurice sur tout le continent. Donc ça veut dire le premier d'Afrique, ressources humaines qualifiées, pas d'endettement, une ressource humaine qualifiée, pas d'endettement, un très bon IDH, une profondeur de consommation, etc., font que quand même, nous sommes sur un pays qui quand même a les instruments nécessaires ou offre les potentialités nécessaires pour un investisseur afin de rentabiliser son business. Voilà un peu en gros ce que je peux dire sur le contexte macro. S'il y a encore des questions, je peux donner un autre chiffre. Hein. C'est que Oui. sur la partie IDE, malgré le 49-51, à fin 2018, l'Algérie a fait 1,5 milliard, presque 1,6 milliard de dollars. Bon, une bonne partie est destinée aux hydrocarbures. Ça veut dire qu'en stock d'investissement mixte, puisque c'est du 49-51, en stock d'investissement mixte, c'était 3 milliards de dollars. Et avec la fin de la règle du 49-51, on est censé voir ce chiffre encore grimper, puisqu'il permet aujourd'hui la règle du 49-51 qui a été perçue notamment par différents partenaires comme un frein ou un verrou, cet obstacle n'est plus d'actualité. Voilà. Je reste disponible s'il y a des questions, mais en tout cas, j'ai essayé de donner le plus synthétiquement possible un panorama. Merci beaucoup Nazim. Effectivement, il a répondu sur l'essentiel des sujets. On va ouvrir les questions donc, aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique questions-réponses qui est en bas de votre écran. Nos experts sont là et ils sont prêts à répondre à vos questions. On a déjà 2 questions. La première, je pense, pour Monsef sur l'exportation des produits agricoles. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? J'allais dire, si aujourd'hui il y a des produits agricoles qu'on veut exporter en France en particulier, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des normes particulières? Est-ce que d'abord il y a une possibilité de le faire? Et puis, une deuxième question sur les besoins en termes d'équipement dans le secteur agricole. Et il y a une autre question qui est un peu similaire sur la partie agro-industrielle. Quels sont un peu les besoins sur la partie équipement dans le secteur agro-industriel? Voilà, donc peut-être Monsef, si tu veux démarrer. Alors, l'exportation des produits agricoles, c'est un sujet qui revient souvent, déjà en Algérie d'une façon un peu naïve. Pourquoi? Parce qu'à la question, est-ce que le pays exporte des produits issus de l'agriculture? Ben non. À part, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les dates d'Eglet Nord, qui est quand même, on est sur une histoire dans la filière date. Donc la Deglet Nord, c'est un label algérien connu, reconnu, avec une filière, une interprofession organisée, une profession organisée, et ils ont pris l'habitude d'exporter, et puis voilà, des périodes données, etc. Donc c'est une filière qui n'est pas du tout représentative, et dans tous les cas, elle ne pèse pas grand-chose dans le potentiel exportation du pays, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, du fait qu'on peut produire toute l'année en polyculture tout ce qu'on veut. Et on peut envoyer du Cantalou dans le nord de la France en décembre ou en janvier, nous, hein, mais du Cantalou bio en plus. Donc, tout ça pour dire que est-ce que le pays exporte des produits d'agriculture? Non. Est-ce que on peut exporter? Oui, bien sûr. Sauf que la logique, ce qu'on disait, on a dit lors, j'ai dit dans un tour de table il n'y a pas longtemps, que si on veut exporter, il faut aborder le sujet exportation comme un projet. Ça veut dire qu'il faut aller vers ceux qui sont capables de produire pour compte. C'est comme si on faisait du produit à façon. Parce que la logique
qui se disait dans le pays, avant qu'on le comprenne, on va surproduire, du coup l'excédent serait exportable, ce n'est pas une bonne logique, on s'en est rendu compte, elle est derrière nous. On a commencé, parce que les pouvoirs publics ont fini par mettre en place ce qu'ils appellent le CIRPALAC. C'est une politique de régulation des marchés locaux des produits de l'agriculture, où on a subventionné et encouragé l'investissement dans des chambres froides, dans du transport frigorifique. Voilà. On a construit des marchés de gros également pour essayer de réguler les marchés, pour éviter qu'il y ait de la spéculation très appuyée et très contrôlée par cette partie informelle dont parlait Julie. Parce que l'informel chez nous, il est formel. Hein, donc ça, voilà, c'est pas quelque chose de méchant. On fait avec. Sauf que on s'est rendu compte que déjà, il fallait passer le palier de pouvoir exporter en horizontal. Il fallait transcender les frontières fédérales de l'Algérie. Ça veut dire entre Biskra, qui est à l'extrême est, au port du désert, et Mnia, qui est à l'extrême ouest, à la frontière tunisienne, on est quand même à 1400 km. Ça rigole pas, on n'est pas en Belgique. Hein. Donc, il fallait déjà s'assurer que ce qui était produit à Biskra, où on est en polyculture protégée, donc on est en plasticulture, il doit y avoir 300 000 serres là-dedans, qui passent avantagés par un écosystème très spécial, produisent toute l'année. C'est le grenier du maraîchage, pour citer la région de Biskra. Il fallait d'abord s'assurer que Biskra puisse exporter ses produits toute l'année dans les autres régions fédérales de l'Algérie, dans les autres, ce qu'on appelle nous les wilayas, les autres régions. Et rien que ça, c'était une prouesse. Parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné, parce que les gens se sont donné les moyens, qu'ils utilisaient des techniques de conduite de culture qui étaient modernes, avec des produits importés quand même, mais des intrants modernes, on arrivait à produire avec des rendements moyens qui étaient extrêmement intéressants. Donc, on se retrouvait avec des productions, des surproductions, comme par exemple la pomme de terre qu'on jetait en Algérie. Sachez, pour ceux qui sont encore là dans le webinaire, la pomme de terre, c'est 4 saisons par année chez nous. On produit de la pomme de terre tout le temps. La saison, l'arrière-saison, la primeur et l'extra-primeur. On ne sait pas comment faire de la pomme de terre. On en consomme beaucoup, mais on en jette énormément. Alors, l'idée de l'exportation aujourd'hui, c'est compte tenu des investissements colossaux qui se font dans le sud, parce que dans le sud, on n'est plus sur de l'agriculture artisanale ou semi-industrielle. On est quand même sur des… Comme le sol est un support, il n'y a rien dans le sable, on apporte tout par des réseaux d'irrigation. On pratique ce qu'on appelle la fertirrigation, ce qui nous oblige à utiliser des produits très innovants qui ne sont pas fabriqués en Algérie, qui sont importés, avec des techniques qui sont modernes, et ça permet de contrôler les productions, sauf qu'on est sur des superficies moyennes de 3 à 4, 5 000 hectares. Il y en a même qui ont 15 000 hectares en polyculture. Est-ce qu'on est capable d'exporter? Oui. Mais à ce moment-là, il ne faut pas s'attendre à aller dans un marché de gros, trouver le marché, l'acheter à la criée et puis l'exporter. Ce qu'il faut pour exporter en Algérie, c'est très simple. C'est d'avoir le partenaire qui produit à façon. Ça veut dire aller voir quelqu'un et lui dire « Mon ami, moi j'ai un marché en Europe », pour reciter l'exemple du Cantalou qui a fait sourire Julie, elle doit aimer ça. Donc, mon ami, j'ai besoin de Cantalou à telle période de l'année, à tel port pour pouvoir l'exporter sur telle destination. Et le mec, il sait qu'il lui faut X nombre de jours ou 2 semaines ou 2 mois pour produire son Cantalou. Il faut lui donner un cahier des charges et il produira à façon. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, quelle que soit la culture. On peut produire à façon en Algérie. Ça, c'est oui. Pardon, Monsaf, excuse-moi. Toi, tu as un passif en Algérie, tu as géré des entreprises, tu connais bien le secteur, j'allais dire le terrain. Est-ce que ces profils-là existent aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des gens pour des entreprises françaises ou pour des importateurs français? Toi, tu connais déjà des gens qui sont comme ça, qui ont oui, par ta pratique du terrain, quoi. Ce qui existe, pour répondre à ta question, ce qui existe précisément dans ce secteur, c'est d'abord des agriculteurs entrepreneurs qui ont le terrain, qui ont le savoir-faire, qui ont recruté. J'ai eu à gérer sur 15 années d'affilée, et jusqu'il y a récemment la filiale d'une multinationale dans l'agrochimie, l'agrofourniture et la nutrition animale d'un grand groupe français. Et on avait une firme de service, donc on avait des ingénieurs agronomes, on avait des experts en conduite de culture, en conduite d'élevage. On aidait les gens à produire plusieurs fois dans l'année, et avec une moyenne de production nominale qui est extrêmement intéressante. Donc, on a travaillé sur les quantités, on a travaillé sur les précocités, on a travaillé sur les qualités, mais on a travaillé également sur la partie qualité du produit. Aujourd'hui, avant, on produisait, on importait 100% du blé, par exemple, en Algérie. On arrive aujourd'hui à produire du blé avec une qualité protéique qui est intéressante, ce qui prouve qu'en Algérie, on peut produire
à des normes sanitaires et phytosanitaires qui sont celles appliquées en Europe, par exemple, pour citer l'Europe, mais qu'aujourd'hui, les débouchés à l'export ne sont pas visibles. L'Algérien n'est pas un exportateur. L'Algérien, au mieux, est un producteur. L'exportateur doit être celui qui vient, qui fait sa demande, qui donne un cahier des charges, on va lui produire à façon. Je gère depuis que j'ai quitté, depuis que je ne suis plus dans ce grand groupe. J'ai monté mon propre véhicule d'investissement et de production agricole. Nous sommes sur un projet d'agrochimie et d'agrofourniture pour fabriquer localement des fertilisants, mais nous sommes également sur des projets de production agricole à façon. Ça veut dire que nous avons pris des concessions, nous sommes en discussion avancée avec des partenaires pour la partie agrochimie, mais également pour produire à façon ces produits. Ce qui va nous manquer, ce qu'on demande dans le cahier des charges de recherche de partenaires, c'est toute cette partie logistique. Parce que pour exporter, pour réussir le défi de l'export, il faut des hubs, il faut des relais, il faut beaucoup d'aide que nous n'avons pas. L'Algérie, les pouvoirs publics, puisqu'ils sont quand même sensibles à ce type d'argument, ont mis en place dans l'urgence, mais non pas dans, c'est pas structurel, mais dans l'urgence, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le couloir vert. Ça veut dire demain, vous venez voir un producteur pour lui demander à façon qu'il vous produise un produit qui va être spéculatif en Europe, parce que ce n'est pas la bonne période pour, mais produit naturellement ou d'une façon bio, ce qu'on veut, quel que soit le cahier des charges, c'est possible de produire en Algérie en quantité, en qualité extrêmement satisfaisante. Sauf que le mec, il ne saura pas comment faire pour exporter. Ça veut dire, en d'autres termes, si vous voulez que ça se passe, la réglementation existe, les aides existent, etc. Il faudra, avec votre partenaire, l'aider à construire le relais logistique. Ça veut dire qu'il faut qu'il puisse calibrer, qu'il puisse se mettre en conditionnement, amener vers les aéroports et les ports, et puis l'exporter pour être réceptionné de l'autre côté. Donc, tous ceux qui voudront, qui chercheront à acheter du produit agricole algérien, quel que soit le produit agricole, il va falloir quand même qu'ils viennent avec un cahier des charges et qu'ils aillent voir des partenaires. Est-ce qu'ils existent? Et là, j'ai fini. Oui. Est-ce qu'on peut les identifier? Oui. Ils existent même sous forme de coopératives, sous forme d'organisations pluriculturelles. Ils existent. Et pour ceux qui recherchent, ils n'ont qu'à nous demander, on les met en relation. D'accord. Merci beaucoup, Monsef. Il nous reste quelques minutes pour ne pas trop empiéter sur les prochains webinars. Julie, juste sur les équipements aujourd'hui, quels sont globalement les besoins de l'industrie agro-industrielle? C'est quoi les besoins en termes d'équipement? Est-ce que c'est plutôt sur l'aspect maintenance? C'est plutôt sur des équipements d'emballage? C'est plutôt sur des chaînes automatiques? C'est quoi les besoins en grande masse, encore une fois? Juste le micro. Oups. Attends, ouais, c'est bon, ça y est, c'est bon. Pardon. Bon, c'est vrai que les besoins vont être un peu différents d'une industrie à l'autre, puisque si vous prenez par exemple l'industrie laitière, là on a à la fois de la transformation, donc vraiment de la transformation de la matière première. Donc il y a déjà des premiers équipements qui vont faire de la transformation, des pastos, ce genre de choses. Et en revanche, ce qui va être commun à toutes les industries, c'est le conditionnement. Donc, par rapport aux équipements, l'Algérie est un pays très importateur d'équipements de conditionnement, que ce soit, alors quelle que soit l'industrie pour le coup, que ce soit des Corava pour fabriquer des petites boîtes de vache qui rit, ou que ce soit des grosses machines Sidel, en l'occurrence pour ce qui va être de la partie boisson. Donc, les équipements, encore une fois, on ne peut pas généraliser, mais ce qu'on va retrouver, quelle que soit l'industrie, c'est de la partie conditionnement. Dans les métiers, si on parle des métiers sur lesquels on a du mal à trouver, oui, la maintenance, c'est difficile. Les pièces détachées, Monsef l'a dit, c'est difficile. On est très dépendant de l'importation, à la fois pour les pièces détachées et aussi, malgré tout, pour l'expertise. C'est-à-dire souvent, quand on installe une nouvelle ligne, c'est assez rare de pouvoir compter sur une expertise locale pour l'installation et l'accompagnement du début d'exploitation de cette ligne. Donc ça c'est quand même beaucoup des entreprises étrangères qui le font. Sur la partie automatisme, on n'est pas non plus, voilà, il y a quand même des besoins qui ne sont pas pourvus. On n'arrive pas forcément toujours à trouver les compétences. C'est un autre secteur. Voilà, donc je dirais sur les équipements, ce qui va être commun à tous, ouais, c'est le conditionnement, mais encore une fois, sur certaines industries de transformation, on va avoir aussi besoin d'autres types d'équipements. Et donc,
En gros, aujourd'hui, allez, je dirais que pour tout ce qui est équipement, on est à 80-90% d'importation. En tout cas, pour les deux industries que je connais très bien, 80 à 90% de ce qui est installé en termes de CAPEX est importé. En fait, alors soit importé en direct, soit importé par des fournisseurs locaux, mais c'est à peu près ça, que ce soit de l'importation directe ou indirecte, c'est à peu près ça le ratio, je dirais. D'accord. On a besoin de clôturer pour être vraiment, parce qu'on ne peut pas trop déborder. Monsef, vraiment en deux mots, les équipements en termes agricoles, c'est quoi aujourd'hui en termes de besoins? Mais très rapidement, s'il te plaît. Juste le micro. Le micro. Si tu peux réactiver ton micro. Écoute, j'essaie de réactiver. Non, mais écoute, Oui, je suis vas-y. là. Voilà, vas-y. Rapidement, En s'il te plaît. production, équipement agricole en Algérie, tout équipement confondu, hein, donc tout ce qu'on utilise pour produire dans l'agriculture, qu'il soit roulant ou pas, ou équipement de stockage, et effectivement, on importe tout. En l'état, on fait un petit peu d'assemblage. La seule industrie qui existe, c'est une holding publique qui dépend du ministère de l'Investissement. Je ne vais pas faire sa pub, je ne travaille pas pour eux. Mais sachez juste qu'aujourd'hui, il y a une grande recherche, un appel à partenariat pour la localisation. Il y a pas mal d'opportunités intéressantes, pas beaucoup, mais quelques-unes, pour produire localement ou faire du montage localement avec des entreprises publiques ou semi-publiques qui ont déjà des marchés à l'export qui sont dans des positions extrêmement intéressantes vis-à-vis de certains marchés africains et moyen-orientaux. Donc, beaucoup de choses sont importées. Certaines petites choses sont assemblées ou fabriquées en Algérie, mais on cherche à booster ce secteur justement pour le destiner à l'export. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Il est 14h04, donc on a débordé un petit peu. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Difficile de parler de ces deux secteurs-là en une heure, mais je pense que vous avez donné l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup. Merci Julie, merci Monsef, merci Nazim. Merci aux participants en tout cas d'être là. La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous interroger. Nous sommes là à votre disposition pour vous accompagner sur le marché algérien. Bonne fin de journée, à très bientôt. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir.